plaisir donc d'ouvrir le troisième et dernier thème de cette journée consacré au risque climatique. Et donc j'appelle sans attendre à me rejoindre Monsieur Georges Djohi et Madame Mariama Noukoutcha, voilà, les deux lauréats de l'appel à bourse postdoctorale de la Fondation Croix-Rouge française, avec qui nous allons échanger avant d'entendre la présentation des principaux résultats de leurs recherches. Georges et Mariama, merci encore d'avoir fait ce long chemin du Bénin et du Niger pour venir jusqu'à nous. Georges Djohi, donc vous êtes ingénieur agronome et anthropologue, affilié au département d'économie et sociologie rurale de la faculté d'agronomie de l'université de Parakou au Bénin. Et vous allez dans quelques instants nous présenter les résultats de votre recherche intitulée « Du point de vue des bénéficiaires, transition humanitaire et localisation de l'aide au Bénin ». Alors, juste avant, j'aurais aimé éclaircir un point qui me tracasse un petit peu. Vous avez, après une formation en agronomie, bifurqué vers l'anthropologie. Et donc, je me demandais ce que vous étiez en fait. Vous êtes un agronome, un anthropologue, un agropologue, un anthroponome. Qui êtes-vous en fait, Georges Djohi? Ok, merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. J'ai souri parce que c'est une question un peu difficile. Et après les interventions de tous ceux-là qui m'ont précédé, Didier Fassin vient de parler, d'autres personnes ont abordé. Nous avons eu notre sœur du Sénégal. Nous avons vu que nous sommes de plus en plus en train de passer de ce cloisonnement des disciplines pour avancer. Au fait, moi, personnellement, j'ai fait un cycle d'ingénieur agronome. Je me suis spécialisé en économie et sociologie rurale, mais après, j'étais vraiment sidéré, intéressé par l'anthropologie, notamment son objet, ses approches, ses méthodes. Et il y a eu l'opportunité de faire une thèse à l'Institut d'anthropologie sociale et culturelle de l'Université de Göttingen en Allemagne. Et puis, voilà, je suis retourné dans mon pays. Maintenant, parlant de la question humanitaire, voilà, je veux être à la fois agronome et je suis aussi anthropologue parce que je voudrais dépasser donc ce carcan disciplinaire pour avancer, donner un visage humain, un visage social, un visage tangible et pratique à mes recherches dans l'humanité. Agropologue, donc. Oui, si pour cela je peux être considéré comme un agropologue ou un anthroponome, je suis preneur. Parfait. Merci Georges. Je vous demande de rejoindre le pupitre et puis je vous remercie de présenter les principaux résultats de votre recherche, donc, qui a été conduite au Bénin, au nord Bénin. Merci Georges, je vous écoute. Merci Vincent. Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Je suis Georges du Bénin, comme vous venez de l'entendre. Je voudrais présenter en synthèse les grands résultats de cette étude que j'ai conduite avec l'appui de la Croix-Rouge française. Lorsque vous allez dans mon pays, le Bénin, et vous parlez d'inondation, les gens vous parleront de Karimaman et de Malanville. Mais si vous faites l'inverse et vous parlez de Karimaman et Malanville, les gens vous parleront d'inondation. Et quand je dis Karimaman et Malanville, c'est vrai, je viens du Bénin, mais ce n'est pas des formules magiques. C'est des noms de deux communes situées dans l'extrême nord du Bénin qui partagent leurs frontières naturelles avec le fleuve Niger, dont les crues de plus en plus récurrentes créent des dégâts énormes. En réalité, depuis bientôt une décennie, des inondations destructrices apparaissent dans l'extrême nord Bénin, ravagent tout sur leur passage et plongent les communautés locales et les ménages dans la désolation. Une étude réalisée par l'un de mes collègues a révélé par exemple que les inondations de 2010, 2012 et 2013 dans ces deux communautés-là ont engendré des dégâts énormes, des pertes en termes de culture, d'animaux, d'équipements de production, d'habitation et d'autres formes d'infrastructures estimées à près de 39 milliards de francs CFA
environ 78 millions de dollars américains. Et la situation s'est empirée puisque les bénéficiaires témoignent que les inondations d'après 2013 ont été encore plus catastrophiques pour elles. L'appui humanitaire s'est alors installé dans ce milieu-là pour aider les communautés à répondre aux urgences, mais aussi à construire une certaine résilience suscitée. Le gouvernement de mon pays, les institutions sous-régionales, les ONG internationales et les structures locales ont déployé d'énormes ressources dans ce milieu, mais les résultats n'ont pas vraiment été à la hauteur des moyens investis. Comment est organisée et fonctionne l'aide humanitaire dans ce contexte-là? Quels sont les facteurs socioculturels, économiques et politiques qui entravent l'efficacité de cette aide qui est mise en place? Face à ces deux questions, j'ai fait l'hypothèse qu'une meilleure compréhension de la configuration du tissu humanitaire local pourrait offrir les moyens d'améliorer la transition humanitaire et aussi de renforcer la localisation locale qui est devenu un concept à la mode depuis le sommet d'Istanbul. J'ai alors conduit une étude ethnographique en réalisant de 6 mois, en réalisant des entretiens semi-structurés, des discussions de groupe avec divers acteurs impliqués dans la chaîne humanitaire locale, mais aussi en réalisant des observations directes sur les champs humanitaires. L'étude a révélé un certain nombre de résultats, mais je tiens à vous présenter quelques résultats importants pour faciliter notre discussion. Premièrement, la fragilité du dispositif humanitaire dans mon pays est fortement liée à un cadre institutionnel qui fait des collectivités territoriales, les collectivités décentralisées, les leaders et pratiquement les laboratoires de la conception et de la mise en place de l'aide, alors que les autres acteurs, notamment les humanitaires et les organisations locales, considèrent ces acteurs, les collectivités locales, notamment les mairies, les conseils municipaux, comme des acteurs politiques qui sont partiels dans leurs interventions ou partiaux dans leurs interventions et ne peuvent pas répondre aux exigences ou aux besoins des communautés. Face donc à ce genre de conflit, il y a beaucoup de suspicions, beaucoup de conflits entre les différents acteurs, ce qui ne facilite pas donc la mise en place de l'aide efficace de l'aide. Deuxièmement, l'espace humanitaire local est aussi quelque peu prédominé par les ONG internationales qui n'ont pas malheureusement en face des acteurs locaux bien organisés, structurés, capables de concevoir et de mettre en place un dispositif d'aide. Vous avez des structures, des ONG internationales humanitaires qui sont même prêtes à entrer dans des partenariats, à s'engager dans du faire-faire, mais en face, il n'y a pas de structure vraiment spécialisée dans l'humanitaire, capable donc de prendre le relais. L'ONG CARE, par exemple, a fait un essai en associant une ONG locale. Elle a dû amener les animateurs, les facilitateurs de cette ONG-là, depuis le sud du Bénin, Cotonou, pour les amener dans le nord du pays, dans l'extrême nord, les faire superviser par ses propres agents afin de leur donner une certaine capacité institutionnelle et opérationnelle sur le terrain. On observe aussi dans mon pays l'émergence d'une certaine ONG, d'une certaine organisation locale, les organisations que j'appelle les associations de type El Hadj, portées par un certain type de leader capable de mobiliser des ressources, et notamment des fonds arabes, mais aussi de quelques philanthropes plus ou moins politiques qui sont perçus localement comme des gens qui ne font jamais de cadeaux pour rien, mais qui poursuivent aussi des enjeux, des objectifs, notamment politiques. Finalement, dans ce contexte-là, les populations victimes préfèrent même une aide venant du Nord, portée par les institutions internationales, parce que cette aide-là est considérée comme la plus charitable, la plus impartiale et la plus respectueuse des principes humanitaires face à une aide locale qui est plus partisane et greffée à des enjeux claniques, territoriaux et politiques. Les bénéficiaires aussi
à travers notre recherche, nous ont montré qu'ils ne sont pas des victimes amorphes qui attendent l'arrivée de l'aide pour résoudre tous leurs problèmes. Nous avons découvert qu'il y a beaucoup d'ingéniosité, de la créativité, les gens qui n'attendent pas, même après les inondations, qui développent de nouvelles activités, voient par exemple de l'agriculture d'après-crue, développent du transport fluvial et prennent l'arrivée ou l'intervention, la survenue des inondations comme une opportunité pour en déduire tous les avantages pour la consolidation de leur résilience ou l'amélioration de leurs conditions de vie. Et dans ce contexte-là, l'intervention ou l'aide humanitaire apparaît pratiquement comme une certaine assurance dont elles ne veulent pas aussi s'en séparer parce que ça permet de renforcer le réseau social local, de renforcer la solidarité et de construire une résilience durable. Et je voudrais donner un exemple. Il y a une ONG internationale qui est venue au Bénin dans le cadre donc, de l'appui, de la gestion des urgences face aux inondations et a distribué, a dépisté des enfants malnutris auxquels on a alloué des biscuits pour respecter un certain type de ration. Mais juste après le départ de cette ONG, les ménages bénéficiaires de ces biscuits nutritifs sont allés sont allés partager ces biscuits-là avec les autres enfants du village, les autres enfants de la communauté qui n'ont pas bénéficié de ces biscuits. Parce que pour elles, pour ces communautés, la solidarité, les valeurs culturelles, les valeurs de réseautage au niveau local sont plus importantes que la réponse aux problèmes, aux souffrances d'un enfant dépisté comme malade. Nous avons alors compris qu'il faut faire de la localisation de l'aide, mais qu'il faut être vigilant sur le contexte local, voir comment les gens fonctionnent, l'ingéniosité des gens, le réseautage au niveau local, les valeurs socio-culturelles, les acteurs locaux qui s'impliquent donc dans ce dispositif-là, leur apporter de l'aide, donc sortir un peu du carcan de l'humanitaire, de l'urgence et associer dans une certaine mesure des aspects de développement, des aspects sur le long terme qui pourraient renforcer et permettre aux acteurs locaux de prendre le relais donc, en matière d'appui humanitaire. Voilà globalement les résultats auxquels nous sommes parvenus, que vraiment j'ai voulu partager avec vous. Et je tiens à dire merci à l'Institut pour l'IRD, qui est le partenaire financier qui m'a appuyé, et aussi à la Croix-Rouge de m'avoir donné l'opportunité de faire cette belle expérience. Je vous remercie. Merci Georges. Rejoignez-nous. Je passe tout de suite la parole à Madame Mariama Noukoucha. Mariama, vous êtes docteur en changement climatique et écologie de l'Université Kwame Nkrumah des sciences et technologies de Kumasi au Ghana et chargée de la politique du programme sur le changement climatique au programme alimentaire mondial. Et dans quelques instants, vous allez nous présenter les principaux résultats de votre recherche intitulée « Évaluation par les populations des dispositifs de gestion des risques climatiques, le cas de la sécheresse au Niger ». Alors, il y a un point commun entre vous deux, c'est que vous êtes agronomes tous les deux, finalement. Et ça, voilà, c'est assez nouveau aussi pour la Fondation d'attirer le regard des agronomes, et en plus un regard enrichi par une formation en anthropologie pour ce qui vous concerne, Georges. Justement, sur ce point, Mariama, en tant qu'agronome, pourquoi la question climatique tient-elle une place si importante dans votre travail ? Okay. Merci Vincent pour cette question assez pertinente. Bonsoir mesdames et messieurs. En fait, pour donner une réponse à votre question, c'est vrai que je suis agronome et je me suis spécialisée dans les productions végétales. J'ai choisi cette carrière parce que j'avais une passion pour les cultures ornementales. Et lorsque j'ai eu le bac, je me suis dit que bon, pourquoi ne pas faire de ma passion une carrière? Donc voilà pourquoi, un peu comment je me retrouve en agronomie. Maintenant, pour ce qui est de la question du lien entre le changement climatique et l'agronomie, quand on se spécialise dans les cultures, les productions végétales, on sait qu'il y a un lien étroit entre les deux, en fait.
parce que quand on veut produire des cultures, il y a des exigences de ces cultures-là en matière de température et également en matière hydrique. Donc, c'est pourquoi ces deux aspects sont très, très liés et la question du changement climatique intervient parce que, comme il y a des exigences en matière de température et également des exigences de culture, s'il y a un changement dans le climat, il est susceptible d'influencer la production agricole. Et donc, le changement climatique, parce que ce n'est pas par hasard que, par exemple, ici en France, on ne produit pas de mil, et ce n'est pas par hasard qu'au Niger, le pays d'où je proviens, on ne produit pas de la pomme, par exemple. Et quand le climat change, ça affecte les cultures. Et donc, en matière de changement climatique en lien avec l'agriculture, il y a deux aspects. Donc, quand le climat change, il faudra faire en sorte que les cultures s'adaptent aux conditions climatiques nouvelles. Et également, on sait que l'agriculture, en tant qu'activité humaine, elle influence aussi le changement climatique parce qu'il y a des types d'agriculture qui produisent des gaz à émission de serre, tels que par exemple la culture de riz qui produit du méthane. Donc, également, dans nos pays en voie de développement, où l'agriculture est plutôt extensive, on est souvent obligé de détruire les forêts pour avoir plus d'espace pour cultiver. Et la destruction de ces forêts entraîne aussi des émissions de gaz à effet de serre. Voilà un peu pourquoi, en tant qu'agronome, je me retrouve encore aussi à étudier les aspects climatiques. Merci Mariama. Je vous invite à rejoindre le pupitre et donc on va vous entendre maintenant nous présenter les résultats principaux de votre recherche intitulée « Évaluation par les populations des dispositifs de gestion des risques climatiques, le cas de la sécheresse au Niger », une recherche qui a aussi bénéficié du soutien du laboratoire Economics de l'Université Paris-Nanterre. Et je ne la vois peut-être pas. Voilà, Madame Meglena Geleva, qui est économiste, spécialiste de la notion de risque, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre dans la salle. Merci Meglena. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'honneur me revient de vous présenter les résultats de ma recherche qui a porté sur l'évaluation par les populations des dispositifs de gestion des risques climatiques. Et j'ai pris pour cette étude le cas de la sécheresse. J'ai pris pour cette étude le cas de la sécheresse parce que le Niger est un pays sahélien où les conditions climatiques ne sont pas déjà clémentes et qui subit actuellement les effets du changement climatique qui a créé une très forte variabilité du climat. Et du coup, j'ai choisi comme zone d'étude dans la région, j'ai choisi au Niger comme zone d'étude la région de Tillabéri qui est très très affectée par la récurrence du phénomène de sécheresse. Alors, mon étude s'est intéressée à deux aspects de la gestion des risques climatiques, notamment l'aide qui est apportée en cas de sécheresse et aussi comment protéger les populations contre ce risque de sécheresse. Et on a utilisé comme démarche pour cette étude. D'abord, j'ai conduit une pré-enquête. Avant d'aborder la méthodologie, je voudrais un peu revenir sur l'intérêt que cette étude a pour le monde humanitaire et également l'intérêt que cette étude a en matière de recherche scientifique. Donc, pour ce qui est de la recherche scientifique, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études
qui ont été faites sur l'assurance comme méthode de protection des populations contre le risque de sécheresse, mais il y a eu très peu d'études sur les actions qui sont apportées par les acteurs humanitaires sur le terrain après une sécheresse. Et l'intérêt de cette étude pour le monde humanitaire, c'est en fait de procéder à une évaluation des aides qu'ils sont en train de faire sur le terrain par les populations, afin de mieux répondre à leurs besoins. Donc voilà un peu les deux aspects importants de cette étude. Et maintenant, la démarche qu'on a utilisée pour procéder à cette étude, c'est que j'ai procédé d'abord par une pré-enquête pour voir au niveau des institutions et des différents acteurs qui interviennent dans le domaine, quels sont les principaux acteurs qui apportent de l'aide quand il y a les sécheresses, et également quels sont les différents types d'interventions qu'ils font. Et après cette pré-enquête, j'ai procédé à l'élaboration des scénarios sur la base de ceux qui existent et également des scénarios potentiels. Et ces scénarios-là ont été soumis à l'appréciation des populations locales, et c'est là qu'on a conduit l'enquête au niveau local. Et on a identifié plusieurs attributs pour les différentes formes d'aide qui sont apportées au niveau local, et notamment des attributs qui sont quantitatifs, également le délai, et ensuite le type d'organisation. Donc c'est sur cette base-là qu'on a proposé ces scénarios qui ont été soumis à l'appréciation des populations locales. Et donc, quels sont les résultats de cette recherche? Il faut retenir qu'en matière de résultats, l'étude a montré que pour les populations, les aspects les plus importants de l'aide, c'est d'abord les aspects quantitatifs, notamment la quantité de vivres qui est mise à leur disposition en cas de sécheresse, et également les transferts monétaires qui sont faits. En plus de cet aspect important pour les populations, le délai est aussi très important. Donc la rapidité de l'action, elle est très très importante du point de vue de ces populations-là, et ils sont prêts par exemple à substituer, en fait, réduire par exemple la quantité de vivres et répondre beaucoup plus rapidement. Un autre aspect qui est ressorti de l'étude, c'est que les populations préfèrent les institutions internationales telles que les ONG internationales et également les systèmes de Nations Unies comme acteurs de l'aide plutôt que les institutions étatiques et les ONG locales. Pourquoi ce choix? Parce que les populations ont estimé que les institutions internationales sont beaucoup plus partiales quand ils apportent l'aide. L'autre aspect de l'étude, c'est la question de la souscription à l'assurance pour protéger les populations. Et lorsqu'on a discuté avec les populations, ils ont montré beaucoup d'intérêt pour souscrire à l'assurance. Et surtout, ce qui est ressorti, c'est qu'ils sont prêts, ils sont intéressés par la souscription à l'assurance sur deux aspects ont influencé ce choix. Par exemple, lorsque la perception du risque est très importante, parce que plus le producteur perçoit le risque, plus il a envie de souscrire à l'assurance. Et également, le niveau de l'éducation a aussi influencé le choix de la souscription à l'assurance. Et l'autre aspect, c'est que, il y a eu beaucoup d'intérêt pour la souscription à l'assurance, mais le prix que les producteurs ont proposé est vraiment en deçà du marché
de l'assurance. En fait, le prix est assez bas et ça s'explique par le niveau de vie de ces populations-là qui n'ont pas suffisamment de ressources pour souscrire à l'assurance. Voilà un peu, en résumé, en ce qui concerne l'étude que j'ai effectuée sur le terrain sur l'évaluation du dispositif de gestion des risques climatiques, notamment la sécheresse. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Mariama. Merci à tous les deux. Je vous invite maintenant à rejoindre, tenez, je pouvais prendre le micro, à rejoindre les fauteuils et Madame Anne-Cécile Bras, que j'invite également à monter sur scène pour modérer la dernière table ronde de la journée à laquelle vous allez participer. Madame Bras, pour rappel, vous êtes journaliste, animatrice de l'émission C'est pas du vent sur RFI. Merci d'avoir accepté de modérer cette table ronde. J'appelle également Madame Sandrine Revet à nous rejoindre. Donc Madame Revet, pour rappel également, vous êtes docteur en anthropologie, directrice de recherche au CERI Sciences Po Paris et donc lauréate du prix de recherche de la Fondation Croix-Rouge française cette année. Merci Madame Revet d'être parmi nous. Et enfin, j'appelle à nous rejoindre Madame Thubine Nguyen. Madame Nguyen, vous êtes référente technique réduction des risques et catastrophes, risques de catastrophes et adaptation au changement climatique à la Croix-Rouge française. Merci de votre présence. Alors, Madame Bras, Mariama et Georges ont tous deux étudié la perception des populations vis-à-vis des risques climatiques et des dispositifs d'aide destinés à les prévenir ou les gérer. Avec vous, nous allons maintenant discuter plus avant du rôle de ces représentations et au-delà du contexte socio-culturel dans la conduite des actions de prévention et gestion du risque climatique. Je vous passe donc la parole, chère Anne-Cécile, pour cette table ronde intitulée « Quelle place des perceptions locales dans les dispositifs de prévention et gestion des risques climatiques ?» Merci beaucoup. On a pris un peu de retard, mais on va être efficace pour que tout le monde puisse tenir son planning. Donc, un petit peu de chiffres pour planter le décor. Vous savez, les journalistes adorent les chiffres, c'est comme ça, c'est un petit travers. Donc, selon le World Disaster Report de 2018, publié par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il y a eu quand même 3751 catastrophes naturelles enregistrées dans le monde ces 10 dernières années, dont 84% étaient liées aux conditions météorologiques. 2 milliards de personnes ont été impactées par ces catastrophes et le coût approximatif des dégâts générés par ces catastrophes dans plus de 140 pays s'élève à 1 658 milliards de dollars. Alors l'actualité de cette semaine ne va pas nous aider à être très positive, puisque vous l'avez peut-être vu, même si vous étiez accaparé dans cette pièce aujourd'hui, le GIEC publie son nouveau rapport sur l'océan et la cryosphère. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Ça fait froid dans le dos, et pas uniquement parce qu'on parle de cryosphère. Et si on met ce rapport en lien avec ce qui s'est passé lundi à New York et la faiblesse des engagements des États, on peut se douter que dans les décennies qui viennent, les catastrophes humanitaires vont malheureusement prendre beaucoup d'ampleur. Donc dans ce contexte, la discussion que nous avons maintenant et que vous avez depuis ce matin est importante, parce que comment est-ce qu'on peut atténuer l'impact de ces catastrophes? Comment est-ce qu'on peut répondre efficacement aux besoins des populations et les aider à anticiper ces événements? Puisqu'on parle souvent de catastrophes, c'est un mot un peu fort parfois. C'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus insidieux. C'est pas forcément des ouragans qui font la une des médias, mais pourtant les inondations, les sécheresses sont là et les conséquences pour les populations sont catastrophiques. Donc peut-être que l'anticipation, c'est mieux que répondre à la catastrophe, mais comment on anticipe en étant au plus proche des besoins des populations, c'est ce dont nous allons discuter maintenant. Alors, il y aura des possibilités de poser des questions aussi, donc vous pouvez prendre des notes et n'hésitez pas à poser des questions. Alors, on va commencer avec vous, Sandrine Revet. Si vous voulez bien, on s'est rendu compte en écoutant les présentations, les travaux de recherche de Mariama et de Georges, qu'on ignore finalement beaucoup la façon dont les populations perçoivent les risques climatiques auxquels elles sont exposées, les paramètres aussi qui influent sur
cette perception et la manière dont les populations arrivent à adapter leur comportement. Donc comment est-ce qu'on peut, selon vous, mieux identifier et mieux comprendre ces déterminants qu'on pourrait appeler socio-culturels qui influencent donc les comportements de prévention et de protection avant, pendant et après les catastrophes naturelles? Je parle là. Alors, effectivement... Merci beaucoup. Effectivement, c'est un axe particulièrement important, la question de la perception. Pour autant, ce que montrent les travaux de sciences sociales et l'anthropologie l'a bien montré depuis longtemps, en fait, souvent les communautés locales perçoivent assez clairement les risques auxquels ils sont exposés, même si on est dans une période où effectivement les transformations, notamment climatiques, accélèrent ou transforment un petit peu les phénomènes auxquels les communautés locales sont exposées. Je dirais que la question serait moins celle de la question de la bonne perception des risques, mais de la capacité que les communautés ont à hiérarchiser entre plusieurs risques. En fait, quand de nombreuses pressions pèsent sur une société locale, la pression de l'emploi, la pression de la guerre, la pression du conflit, du déplacement pour des raisons économiques, politiques, etc. Le risque climatique vient s'ajouter, mais n'est pas toujours le premier risque qui est pris en charge. Et donc, ça nous amène à une question qui est qu'il faut, à mon avis, beaucoup travailler, qui est essentielle pour comprendre comment les personnes réagissent localement, c'est la question des facteurs de vulnérabilité, facteurs qui peuvent être de toutes sortes, de toute nature, sociologique, économique, politique, culturelle. Et donc, c'est vrai qu'il faut élargir un peu le spectre de nos recherches, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un regard multidisciplinaire sur ces questions-là, et pas s'en tenir à des questions de perception qui seraient uniquement freinées par un contexte culturel qui empêcherait ceci ou cela. Voilà. C'est très important d'élargir la façon dont on comprend la production sociale de la vulnérabilité, la production économique, politique de la vulnérabilité. C'est-à-dire ne pas pouvoir déménager, ne pas pouvoir changer de lieu, ne pas pouvoir se remettre d'une catastrophe parce qu'on est contraint économiquement dans un système de production qui, par exemple, ne permet pas une diversification de l'agriculture et donc de se remettre plus vite, ce qui était peut-être le cas dans des sociétés anciennes moins contraintes par des exportations, des choses comme ça. Donc ça va très très loin, c'est bien au-delà de la question juste de l'anticipation du phénomène, de la préparation au phénomène et de la bonne réponse au phénomène. Voilà, on est sur des politiques transversales. Bilène Guyenne, alors voilà, je vais passer le micro. Justement sur ces questions de perception et pour être au plus proche des attentes des populations. Oui, c'est très, très intéressant parce que nous, on a dit plusieurs fois que la réduction des risques de catastrophe, ce n'est pas un secteur, c'est transversal, c'est cross-cutting, c'est-à-dire il faut prendre en compte la réduction des risques de catastrophe dans tout secteur. Et c'est beaucoup écho ce que vous allez dire sur qu'il faut élargir. Et la Croix-Rouge française, on a travaillé sur ce qu'on dit l'approche intégrée. On travaille, ce n'est pas seulement la réduction des risques de catastrophe, mais en lien avec la sécurité alimentaire, la nutrition, eau, hygiène, assainissement, parce que seulement traiter le problème de catastrophe naturelle sans traiter la cause, la vulnérabilité de la population, on n'arrive pas à traiter la cause originale du problème. Mais en même temps, je pense que c'est très bien travailler sur l'approche socio-culturelle, notamment dans le domaine RSE. On fait beaucoup de sensibilisation. Pensez que si les gens ils ont la connaissance, ils ont la conscience, ils vont changer le comportement. Mais ce n'est pas le cas. On connaît très bien que fumer, ce n'est pas bon pour la santé, mais on n'arrête pas de fumer. Et c'est pourquoi il faut pousser plus loin le déterminant
environnementales, les déterminants individuels pour voir comment on peut changer le comportement de la population. Et ça a beaucoup travaillé sur comment on intégrer l'intervention RSE dans notre vie quotidienne. Je pense à un exemple très, très fort dans le domaine de santé publique, c'est, comment dire, laver les dents le matin. On fait ça sans demander pourquoi, parce que c'est bon pour la santé. C'est en pratique. Et une fois, si on peut faire les préparations aux catastrophes en pratique quotidienne, ça c'est bon pour mon enfant, c'est bon pour mes parents, c'est bon pour moi, je pense que c'est la réussite de la changement de comportement, mais je pense qu'on est en un process. Oui, mais là, vous répondez à ce qu'il faudrait faire, pas comment on fait. Comment on peut faire? Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut faire. Premièrement, il faut comprendre. On comprend notre cible, notre communauté. C'est qui notre communauté? Normalement, on traite la communauté comme une entité unique. Mais ce n'est pas ça. La communauté, il y a les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes qui viennent de différentes origines, qui ont leurs perceptions différentes. Il faut traiter la communauté comme une entité en dynamique de changement. Et une fois on comprend la communauté, il faut qu'on mette notre place dans la place de la communauté. Il faut éviter de dire à la communauté, il faut faire ça, 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 parce que c'est bon pour vous. Mais il faut assurer que nous, comme Sandrine, désolée. Mon français n'est pas bon du tout et je suis désolée, j'essaie. Ça va, on comprend, c'est bon. Mais juste pour dire comment on peut intégrer tout le RSE dans la vie quotidienne. Par exemple, je donne un exemple. Si on connaît que la priorité d'une femme, c'est la santé de son enfant. Il faut parler avec elle par son langue. OK, pour la santé de votre enfant, il faut que vous preniez soin de votre petit jardin. En cas de sécheresse, vous pouvez assurer de nutrition pour vos enfants. Il faut très ciblé et très fin dans notre trouver intervention. le bon biais culturel. Georges Joly, comment est-ce que vous réagissez à ça? Parce qu'il y a qu'un faucon, un petit peu, comme on dit, et puis il y a ce qui se passe sur le terrain, et du coup, quels seraient les bons interlocuteurs pour faire ce que dit Binet Nguyen, c'est-à-dire pour essayer de comprendre les moteurs individuels des gens pour changer vraiment les comportements? D'accord, merci. Je pense que le premier élément sur lequel je voudrais insister, c'est que nous devons sortir de cette compréhension que nous avons de ce que les populations perçoivent en tant que risque. C'est un peu comme si il y a changement climatique, il y a inondation, il y a sécheresse. Oh, c'est maintenant que les gens font face à des risques. Et nos études ont révélé que les gens ont toujours eu affaire à des risques. Une femme qui veut se marier dans les communautés d'Indi, Bariba, dans lesquelles j'ai travaillé, savent que voilà, vous allez pour un combat, et il faut gagner son mari, il y a les principes qu'il faut, il y a des risques qu'il faut. Les jeunes, pour prendre des femmes, savent qu'il y a des combats comme la Goja où vous affrontez, on voit celui qui peut durer, qui peut résister face à la chicotte, et tout ça. Les gens ont dû faire face à des risques pour prendre des décisions dans leur communauté. Et face à tout ça, ils ont développé beaucoup de stratégies, beaucoup une certaine carapace pour faire face à tous ces risques-là. Et il faut aller puiser donc dans tout ça pour résoudre les problèmes liés aux inondations. C'est un peu comme dans le nord l'extrême nord, ma zone d'études, où on a proposé aux communautés, OK, vous faites face à des crues, sortez donc de la vallée du Niger, isolez-vous et vous aurez le bonheur. Les gens ont dit non, nous allons rester là parce que nous sommes nés là et nous avons toujours vu le Niger monter, descendre, nous allons résister. Ça fait que toutes les mesures déployées par les ONG humanitaires et le gouvernement pour relocaliser les gens, pour réinstaller les gens, ça n'a jamais marché parce qu'ils résistent dans les logements de fortune et quelques jours après, ils retournent toujours dans les vallées. Donc il faut comprendre dans une certaine mesure que les gens ne sont pas, c'est pas qu'ils ignorent qu'il y a des risques,
Mais intégrer ce risque-là dans le quotidien et travailler à y faire face est aussi un élément important de leur quotidien. Donc, appui humanitaire, mais c'est un appui humanitaire qui doit aussi s'insérer dans cette compréhension que les gens ont du risque et leur capacité à faire face au risque. Mais alors, du coup, Mariama, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut observer, au lieu d'arriver et de dire voilà ce qu'il faut faire, mais plutôt avoir un temps d'observation, comme vous l'avez fait vous, avec vos recherches, avant d'agir? Oui, voilà, c'est très important en fait de consulter les bénéficiaires avant de procéder à l'aide. Et comme l'a dit mon collègue chercheur Georges, oui, les populations ont déjà vécu des risques. Ils ont su s'adapter à ces risques, développer des stratégies pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter à ces risques. Mais je dirais que, bon, ça dépend en fait, en réalité, tout dépend de l'ampleur du risque. Il y a des risques qui sont extrêmement violents, au point où les populations peuvent essayer de s'adapter, mais ils ont besoin en fait d'aide pour être en mesure de répondre à ces risques. Donc, l'ampleur des risques quoi, ici, par exemple, tels que les risques de sécheresse aujourd'hui, qui conduisent à des famines et également à des morts d'hommes, c'est des risques pour lesquels les populations essaient de s'adapter, mais il faut toujours l'intervention des institutions humanitaires pour que les populations puissent être en mesure de répondre à ces risques. Maintenant, un aspect qui est très important, c'est que effectivement, ces populations ont des manières de répondre à ces risques. Le plus que les institutions humanitaires peuvent apporter, c'est de voir d'abord quelles sont les solutions au niveau local et comment est-ce que les humanitaires peuvent remplir ce gap-là que les populations ne sont pas en mesure de faire elles-mêmes. Et pour combler ce gap, il est très très important de prendre en compte les besoins de ces populations. Et c'est la raison qui explique pourquoi faire des études au niveau local. Voilà un peu ce que je peux ajouter par rapport à ce point. Merci. Après, Sandrine Revel, la difficulté, c'est que le temps de la recherche n'est pas forcément compatible avec le temps de réaction face à une catastrophe. Donc, peut-être que ce qu'on dit là, c'est bien pour de la prévention, mais quand il y a eu une catastrophe, d'un coup, dire attendez, on arrive, on va observer pendant 6 mois, puis après, on verra comment on peut aider, c'est un peu compliqué. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut distinguer, deux choses, c'est-à-dire la temporalité de l'urgence. C'est quelque chose qui s'impose avec quelque part un ethos moral, c'est-à-dire sauver le plus de vies, être le plus efficace. Et bien sûr, dans ces moments-là, on a moins le temps de consulter, de demander son avis. Par contre, il faut quand même bien prendre en compte, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire en fait, il y a des dizaines d'années de recherche qui sont produites, c'est-à-dire qu'on ne débute pas, on ne recommence pas à zéro à chaque fois qu'on travaille dans la recherche sur ces thématiques-là. La recherche sur la question humanitaire, la question de l'aide, la question de l'urgence, les risques, les catastrophes, c'est des choses qui existent depuis des années. Et ce qui est assez désespérant quand on est chercheur, c'est qu'on a toujours l'impression de réinventer l'eau chaude ou de dire des choses nouvelles, alors qu'on a des travaux des années 20 qui disent déjà des choses similaires. Donc, oui, ça me fait un peu penser au changement climatique, en fait. Mais donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte de frontière, d'opacité entre les acteurs de terrain et les chercheurs, et que c'est ça qu'il faudrait un peu briser pour que l'information circule plus et que le résultat justement des recherches ait vraiment des conséquences concrètes sur l'action.
Je pense qu'effectivement, enfin, des espaces comme celui-ci sont extrêmement importants pour ces raisons-là. Je pense qu'il faut les multiplier. Il faut les multiplier également avec des acteurs publics, des acteurs nationaux, des autorités. On est souvent désespéré quand on intervient auprès des décideurs. Alors évidemment, il y a tout ce qu'on appelle le turnover, tout ce qu'on appelle, bon voilà, on réinvente, il n'y a pas de mémoire institutionnelle, tout ça, on le sait, mais c'est vrai que des espaces comme ceux-là sont absolument fondamentaux, à charge aussi des chercheurs de vulgariser, j'aime pas du tout le terme parce qu'on dirait qu'on rend vulgaire, alors que non, enfin voilà, rendre accessible ce que nous faisons, le rendre compréhensible, suffisamment audible, mais je pense qu'il y a vraiment un vrai problème d'accumulation et de traduction des savoirs, et de traduction qui ne soit pas seulement en termes d'évaluation de l'efficacité des dispositifs, mais également que quand on met en place une politique ou quand on met en place un programme, on se dit qu'est-ce qui a été déjà dit sur cette chose-là, quoi. C'est-à-dire on ne réinvente pas les choses à partir de zéro. Mais Biné Nguyen, vous qui êtes référente technique, donc qui est une femme de terrain dans l'action, ça n'est pas fait, ça? C'est-à-dire que, enfin, moi qui suis complètement extérieure, ça me paraît incroyable. J'imagine que quand on décide d'agir sur un terrain, on regarde ce qui a été fait avant, on apprend de ses erreurs, et il y a sûrement en amont quand même une étude pour optimiser l'action, non? Oui, en principe, oui. En principe. En principe, oui. C'est pas très rassurant, ça, en principe. Je pense qu'il y a deux contraintes en général. On a toujours cherché qu'est-ce qu'on a déjà sur place, la recherche, les actions. Mais il y a deux contraintes. Le premier contraint, comme nous, on a toujours des projets financés par le bailleur du fonds. On a toujours le contraint de temps. J'ai seulement de temps en temps 3-4 jours pour développer un concept note. Je dois rédiger tout. Le deuxième, c'est en effet tout le secteur humanitaire ou développement, ça doit être très localisé. Et ce n'est pas forcément utiliser une recherche sur le Niger pour une zone Zender dans des petits départements de Tanout. Il faut avoir aussi les infos assez fins au niveau village pour assurer que les interventions est très bien prendre en compte le besoin de la population et sans évaluation poussée à la base communauté, on n'arrive pas à avoir cette information tout de suite le moment de rédiger un propal. Et c'est pourquoi je pense si je peux proposer les recommandations, et on est en train de faire, c'est inclure une étape de recherche dans tout projet. Maintenant, au Niger, par exemple, on est en train de travailler avec le LASDEN, c'est un centre de recherche local pour nous aider pour travailler de recherche tout au début. Et deuxièmement, je pense que le travail que la Fondation est en train de faire, c'est très, très intéressant pour la poussée de la recherche locale. Et on a parlé hier, lors de votre programme, c'est important, ce n'est pas la localisation de l'aide, c'est important la localisation de connaissances, la localisation de recherche. Et ça, c'est important pour tout le côté de localisation des actions et des interventions. Et je pense qu'il faut pousser plus loin que l'aide, que l'argent, que le côté économique. Alors justement, Georges et Mariama, j'aimerais vous entendre sur cet aspect-là, parce que par rapport à ce que disait Sandrine Revet, vos recherches par exemple, qu'est-ce qu'elles vont devenir maintenant? Là, vous nous les avez présentées dans cette salle, mais en même temps, à quoi ça... Enfin, c'est intéressant pour nous, je veux dire, bon voilà, mais ce qui serait intéressant, c'est de les présenter au Niger, de les présenter au Bénin et dans la sous-région pour que d'autres pays et d'autres régions en bénéficient, parce que même si en effet chaque contexte est local, enfin, moi du peu que je connaisse, je pense que ce que vous avez démontré là doit pouvoir se retrouver. D'ailleurs, il y a des points communs entre vos deux recherches. Donc ça, il faudrait que ça sorte, il faudrait que ça se sache. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous savez comment vous allez pouvoir partager dans les mois qui viennent ces fruits de votre recherche? Merci Anne-Cécile. Avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir un peu sur ce que ma collègue a dit par rapport au lien. Bon, je pense que pendant longtemps, il y a eu un peu comme une certaine contradiction entre
manque de compréhension, j'allais dire, entre les acteurs de terrain et puis les chercheurs. C'est pourquoi, par exemple, le panel de ce matin m'a beaucoup sidéré quand j'ai vu un praticien assis et qui accepte les résultats de recherche et qui pense à ce que ça peut contribuer à améliorer les pratiques humanitaires sur le terrain. Souvent, ce n'est pas évident. Et les praticiens perçoivent globalement les chercheurs ou les chercheurs en sciences sociales comme des gens qui veulent toujours chercher la poudre dans les cheveux, quoi. Donc, quand vous êtes perçus comme ça, comme des acteurs voilà, qui viennent toujours nous chercher, créer des problèmes, toujours chercher ce qui ne va pas dans ce que nous faisons, ça ne facilite pas toujours la compréhension, l'ouverture des uns vers les autres. Donc déjà, c'est un point important que de plus en plus, on sent cette ouverture-là entre chercheurs et praticiens. Les uns veulent exploiter les résultats des autres aussi veulent comprendre davantage ce que les uns font sur le terrain. Donc c'est vraiment plus de collaboration, c'est important pour l'action humanitaire. Maintenant, de façon pratique par rapport à ma recherche, je pense que voilà, le fait qu'on soit ici et que nous soyons en train de présenter nos résultats, qu'on soit passé sur RFI pour présenter une partie, vendredi. Voilà, une partie de nos résultats et qui a beaucoup d'outils, technologies. Nos travaux sont publiés sur le site de la Croix-Rouge française et en version voilà, working paper et en même temps une petite note de synthèse. Tout ça, c'est des éléments qui contribuent à la consommation des résultats de recherche. Et je pense que si nous avons d'autres opportunités, d'autres possibilités, c'est de s'ouvrir vers des espaces d'échange avec les acteurs humanitaires dans nos pays, parce que je sais qu'il y a de ces rencontres-là, soit entre les décideurs politiques, entre les acteurs locaux, où nous présentons des réalités du terrain pour leur permettre aussi de prendre cela en compte pour la prise de décision et l'opérationnel en matière humanitaire. Mariama? Je dirais que, bon, Georges a déjà dit la majorité de ce qui pourrait être dit par rapport à comment partager les résultats de cette recherche-là. Je pense que la Croix-Rouge, la Fondation Croix-Rouge en finançant et la Fondation AXA en finançant notre recherche, connaît très bien en fait l'importance de la recherche, le plus que ça va apporter dans les réponses qui sont déjà apportées au niveau local. Et également, présentement, j'ai la chance de travailler au Programme alimentaire mondial au Niger, qui est une institution humanitaire qui intervient vraiment au niveau national. Et je m'assurerai de partager en fait les résultats de cette recherche-là qui vont servir un peu à améliorer les interventions qui sont faites au Niger. Voilà. Ben bravo, c'est déjà pas mal. Une question par rapport à... On parle de donc l'aide post-catastrophe, mais on parlait tout à l'heure aussi de l'importance de la prévention. Quelles seraient les solutions, selon vous, qui pourraient permettre aux citoyens de devenir acteurs de leur propre sécurité et de celle de leurs proches? C'est-à-dire, est-ce que c'est, je ne sais pas moi, du théâtre-action? Est-ce qu'il faut, en dehors des moments juste après la catastrophe, imaginer une action humanitaire en amont sur des terrains que l'on sait susceptibles d'être victimes d'inondations, de sécheresses, de cyclones ou je ne sais quelles conséquences du dérèglement climatique pour peut-être minimiser la casse en amont, faire de la prévention auprès des populations? Est-ce que vous pensez que c'est une approche qui peut être intéressante et comment s'y prendre pour aussi avoir des crédits pour ce genre d'action? C'est peut-être là aussi où c'est compliqué. Alors, on touche là à un domaine qui est bien délimité, qui existe déjà, qui s'appelle la préparation, qui n'est pas forcément menée que par les acteurs humanitaires, qui est en général une prérogative plutôt nationale, régalienne. C'est en général les protections civiles des pays. Et donc, c'est beaucoup d'exercices de préparation. L'idée étant que, voilà, on s'entraîne,
on s'entraîne à réagir à la situation d'urgence. Alors il y a des ONG internationales qui mettent en place ces choses-là. En général, on les trouve déjà dans des pays en collaboration entre les différents acteurs, hein, très souvent ONU, donc les organisations internationales en collaboration avec les ONG internationales, en collaboration avec les autorités nationales. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui est déjà existant, qui permet très certainement, qui a un impact très important sur le nombre de victimes. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a fait d'ailleurs beaucoup de progrès. Il y a des chiffres au niveau international qui montrent que depuis qu'on a mis en place la stratégie internationale de réduction des risques de catastrophes dans les années 90 et qu'on a travaillé précisément sur ces questions de préparation, on a très fortement diminué le nombre de victimes parce que les gens savent quoi faire en cas, alors là je parle de catastrophes soudaines. Hein, évidemment, ça marche moins bien pour les catastrophes qu'on appelle lentes, comme les sécheresses, par exemple. Mais c'est donc quelque chose, quelque chose qui est assez identifié, et je dirais presque que c'est quelque chose sur lequel on a le moins de problèmes. C'est-à-dire, il y a 2 domaines sur lesquels on a le moins d'échecs depuis 20 ans au niveau international. C'est la préparation, et c'est la réduction du nombre de victimes et les secours. C'est-à-dire, c'est des domaines sur lesquels on a fait énormément de progrès. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la réduction de la vulnérabilité. Et là, on touche à des domaines qui sont à la fois qui concernent les ONG humanitaires, mais qui concernent surtout les ONG qui sont impliquées dans les programmes de développement. C'est-à-dire qu'on touche à des choses de très long terme, des dynamiques profondes, où on va collaborer entre programmes de développement, politiques publiques, au croisement entre ces choses-là, où on va essayer de transformer les structures sociales, les structures économiques, les implantations d'hôpitaux, les implantations d'écoles, etc., etc. Et on le voit même chez nous. Je veux dire, c'est pas seulement une question de politique de développement. Si vous prenez la tempête Xynthia en 2010 sur les côtes vendéennes, on voit bien qu'on a là un exemple type, dans un contexte français, d'une commune qui est coincée entre une volonté de développement touristique et des enjeux de sécurité de territoire. Et avec des constructions en zone inondable. Voilà. Mais ça, c'est un cas français, pas du tout avec des problématiques de développement, etc. Mais on voit bien que ces questions-là, elles sont déclinables sur l'ensemble de la planète. C'est pourquoi je vous entendais dire tout à l'heure les catastrophes dites naturelles. Oui, maintenant on met des guillemets autour de naturel pour bien montrer qu'en fait l'origine du phénomène, l'origine naturelle du phénomène ne peut pas réduire la cause. C'est-à-dire la cause des catastrophes, ce qui fait que les catastrophes ont des impacts importants, ce ne sont pas des phénomènes naturels, c'est les phénomènes sociaux, économiques, politiques, d'urbanisation, etc. Oui, mais en même temps on bute contre un mur, parce que Georges disait tout à l'heure, les habitants qui vivent dans la vallée inondée par le fleuve Niger tous les ans ne veulent pas quitter cette vallée. Donc comment on fait ? Ceux de la Faute-sur-Mer non plus. Voilà. Non mais du coup, c'est quoi la solution ? La solution, c'est des... alors peut-être que Georges a des solutions, je vais peut-être pas monopoliser la parole. Certainement que je n'ai pas une solution. Le pilotis ? Une solution... Et surtout que je ne suis pas sûr que les pilotis résistent aussi à cette crue qu'on ne maîtrise plus l'ampleur et l'envergure, tout ça s'étend et ça surprend tout le monde. Donc, je ne suis pas porteur d'une solution, mais je pense qu'il est peut-être important de comprendre que les communautés locales connaissent les risques, mesurent les impacts des risques, mais dans une certaine mesure, n'ont d'alternative que de faire face aux risques et de développer d'autres alternatives, d'autres moyens de vie. Mais, oui, en même temps, vous disiez, Mariama, je vais vous donner la parole, mais vous disiez qu'il y avait eu une action humanitaire pour inciter les gens à se déplacer, pour les installer ailleurs. On a vu ça dans plein d'endroits dans le monde, oui. Et ça ne marche pas dans la plupart des cas. Les gens reviennent d'éclos et partis, par exemple, sur la terre où ils ont leur maison d'origine. Oui, c'est la même chose au nord du Bénin. Les gens, on a relogé les gens, mais quand vous partez, vous allez voir
beaucoup de maisons ou de temples de relogement qui sont C'est vides. là où il y a un travail culturel important à faire. Peut-être qu'il faut apprendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est pas mon métier, mais apprendre à faire le deuil d'un territoire pour en introniser un nouveau. Enfin, il y a peut-être toute une dimension justement anthropologique là, intéressante. Absolument important parce que oui, c'est en dehors même des enjeux socio-culturels, il y a aussi la question foncière qui est importante dans le milieu. Lorsque par exemple vous quittez votre milieu, vous n'avez pas accès à la terre, ou alors la mairie, la municipalité donne un peu d'espace pour qu'on vous reloge, alors que cette mesure est frappée peut-être d'un certain nombre de paramètres socioculturels que vous ne maîtrisez pas. Quitter son milieu d'origine pour aller se réinstaller dans un milieu incertain, et tout ça, c'est des facteurs importants. Et avec l'urbanisation croissante et le registre foncier dans lequel nous vivons au Bénin, où c'est des individus qui détiennent les terres et qui font la pluie et le beau temps, les gens peuvent vous chasser à tout moment, la mairie vous installe, les ONG humanitaires demandent les certificats de don du domaine, mais après, elles s'en vont, ces ONG-là, ou la municipalité s'en va après une grande cérémonie de remise de parcelles, mais les gens peuvent vous chasser ou mettre des barrières, ok, vous allez mourir. J'ai rencontré un cas à Karimama où un éleveur vient s'installer, on l'a relogé, et il s'installe, et du coup, il commence par perdre son troupeau, alors que cet espace-là avait été concédé à la mairie pour reloger les sinistrés des inondations. Et les gens ont compris qu'au fait, celui qui donne sa terre développe en dessous d'autres stratégies pour chasser ceux qui sont venus s'installer sur la terre afin de reprendre contrôle de son espace. Donc ce n'est pas que lié aux individus, mais c'est lié aussi à tout le système institutionnel, le droit politique, foncier en Afrique, qui vraiment gouverne l'accès au foncier et la gestion donc, de ces crises-là. Mariama, vous vouliez dire quelque chose? Oui, en fait, je voulais intervenir par rapport à la question des inondations, également à la question de relocalisation des populations lorsqu'il y a ces... Parce qu'au Niger aussi, on partage le fleuve Niger avec le Bénin, et donc on a aussi ce problème d'inondation, et également les populations ont été relocalisées, mais on constate qu'ils reviennent toujours dès que la saison des pluies se termine. Je dirais que ce qu'il faut voir, c'est d'abord un accompagnement. Quand on relocalise les personnes, il faut les accompagner à pouvoir être à mesure de vivre, parce qu'ils avaient des habitudes avant de partir à un nouvel endroit. Donc, il faudra les accompagner, voir quelles sont les activités qu'ils avaient l'habitude de faire et quelles sont les activités qu'ils peuvent continuer à faire pour leur survie dans le milieu dans lequel ils ont été relocalisés. Et aussi, il faut une vaste campagne de sensibilisation et d'information pour être à mesure de changer les mentalités et de les amener à accepter cette relocalisation parce que c'est vraiment nécessaire. On ne peut pas continuer toujours à chaque fois à laisser des personnes dans les zones inondables. Voilà. Merci beaucoup. C'est complexe, on le voit bien. Sandrine Revet avait un train, elle était obligée de partir. Maintenant, on pourrait discuter encore longtemps, mais je pense qu'on a balayé pas mal de problématiques. Donc, on vous avait dit qu'il y aurait un petit temps d'échange avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous donne la parole. Et puis, les personnes ici présentes vont essayer de vous répondre. Pas de questions? Ah, une question. Oui, alors bon, déjà un petit commentaire sur justement cette diffusion des savoirs, comment les rendre plus utiles. Donc Anne-Cécile Bras, vous citiez le World Disaster Report en référence. Je pense que c'est ça en premier lieu, c'est essayer de faire du lien entre vos travaux, des documents de référence. Aujourd'hui, on nous sollicite, nous, sur voir qui peut participer aux réflexions sur la base du World Disaster Report et voir auprès de qui il est diffusé, comment on organise les échanges et les discussions. Ensuite, moi j'ai une question pour vous. C'est quel est le rôle des médias dans tout ça, puisqu'on a des débats aujourd'hui qui peuvent descendre au niveau citoyen, qui sont à partager, donc ce rôle
entre la recherche et les médias, on voit qu'aujourd'hui, sur certaines problématiques, il y a peut-être une tentation à aller vers ce qui est un peu plus polémique. Ou vous, comment vous percevez votre rôle de média sur cette diffusion finalement de ces résultats de recherche et de faire le lien peut-être avec le politique, l'actualité, le long terme? Moi, je suis la première à critiquer les médias, donc il n'y a pas de souci pour ça. C'est vrai qu'il y a un côté toujours un peu sensationnel, suiveur, qui peut être très agaçant. Moi, ça m'agace souvent. Je pense que la chance que j'ai, c'est de travailler sur RFI, et que sur RFI, on est quand même un média plus, bon, très réactif par rapport à l'actualité, évidemment, mais quand même plus dans la réflexion que dans la sensation. Et je pense qu'on a les journaux d'information, bon, qui, par exemple, vont faire des reportages d'1 minute assez courts, c'est le format de l'information sur une inondation, une sécheresse, etc. Mais on a des magazines aussi qui sont des temps plus longs, comme le mien, par exemple, ou je pense au magazine scientifique de RFI qui s'appelle Autour de la question. Ou il y a quand même un magazine de santé qui s'appelle Priorité Santé, etc., où là, on reçoit justement... Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de recevoir des scientifiques croisés avec des reportages sur le terrain, des ONG qui agissent aussi, et d'essayer de croiser les paroles, les expériences, pour dire, voilà, on a un constat, on a un problème quelque part, maintenant, comment est-ce qu'on y fait face, et de mettre en lumière, moi je pense que c'est le rôle des médias, enfin c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, ce qui a marché. C'est-à-dire, il y a des solutions, des gens qui ont des idées ingénieuses. Alors là, ça me donne une idée, par exemple. Je me dis, il faut que je trouve un endroit où on a relocalisé des gens et ça a marché. Ça doit exister, quand même. Donc, par exemple, voilà, je parlerai avec Bin après, et par exemple, aller faire un reportage sur cet endroit, aller donner la parole à ces gens, expliquer pourquoi est-ce qu'eux, ils ont accepté de changer de lieu d'habitation, qu'est-ce qui les a sécurisés, qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas retourner sur cette zone inondable qui était la terre de leurs ancêtres, et du coup, mettre ça en perspective avec un chercheur qui dit, ben voilà, on entend à travers ce reportage que c'est possible, et c'est important parce qu'à l'échelle de la planète, ça concerne tant de millions de personnes, et c'est ce type de pratique qu'il faudrait développer. Je sais que nous, on a des auditeurs, ça va du chef d'État à l'étudiant, en passant par des ONG, des citoyens comme vous et moi. Et du coup, ben, plus on divulgue comme ce savoir des bonnes pratiques, enfin, je sais qu'il y a tout un débat autour des jargons, les solutions, plus, je pense, on joue notre rôle de service public, surtout dans ce contexte, et ce n'est pas uniquement pour la rime, de changement climatique. Voilà. Moi, je vais devoir vous laisser aussi, malheureusement, je suis extrêmement désolée, c'était annoncé à l'avance, j'ai aussi un train, mais voilà, je vous laisse... discuter, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, on savait que vous étiez très contrainte sur le temps, et puis on est content de vous avoir entendu parce que ce rôle des médias est fondamental, mais que ce soit les médias, les maisons d'édition comme Cartala par exemple, qui est dehors, donc c'est aussi notre rôle à chacun de soutenir ces médias, maisons d'édition ou voire cinéma, qui soutiennent la pensée critique, le rôle avec la recherche et qui créent ce lien. Voilà. Donc je me demandais s'il y avait d'autres questions qui naissaient, parce qu'on a encore 10 minutes pour les questions, pour ceux qui souhaitent. Oui, là-bas. Alors il faudrait quelqu'un qui m'aide à porter les micros. Merci. J'ai trouvé cette session très importante. En tout cas, il y a un élément que vous avez dit tout à l'heure, c'est que finalement, cette mauvaise perception des chercheurs par les acteurs publics, en disant que le chercheur en sciences sociales était perçu, dans votre cas, au Bénin, parfois comme celui qui cherche l'époux. Je me posais la question, quelles étaient les relations que vous construisiez en amont de la recherche? Pas forcément avant, mais en amont de la recherche. Et quels étaient les liens que vous mettiez en place
pour pouvoir justement éviter ce genre de compromis-là et pouvoir construire ce dialogue où la recherche vient de façon assez constructive. Et parce qu'on est confronté, dans le domaine de la santé, nous aussi, on est confronté à ce que Jean-Paul Olivier de Sardan a appelé le risque d'encliquage, c'est-à-dire que vous venez dans une zone et finalement, vous êtes confronté à une souffrance tellement importante, à des difficultés tellement grandes que vous devenez leur porte-parole. Et là, à partir de ce moment donné, se pose la question de jusqu'où vous pouvez aller et parfois aussi le fait que les discours et les contraintes des politiques ou des institutions ne sont pas souvent écoutées. Et certaines recherches viennent juste prendre le propos des acteurs, enfin de ceux qui souffrent de ces aspects-là et pas forcément de l'institution. Donc, est-ce que vous, dans le cadre de votre travail, vous travaillez finalement dans cette analyse holistique d'un problème, à la fois du point de vue des institutions, des contraintes qui s'installent, auxquelles elles sont confrontées, mais également des contraintes auxquelles les populations sont confrontées, en mettant en place ce dialogue qui peut permettre peut-être d'être mieux, de ne pas être dans ce que certains ont appelé cette sociologie de la dénonciation. Ok, merci pour votre question. Je pense que ça reste directement à moi. Et comme vous pouvez le constater, c'est une recherche qui vient juste de démarrer, donc ce n'est pas un système ou une approche que nous avons déjà suffisamment mûrie et construite à la base. Mais je pense que l'élément important, c'est que parfois, si vous ne savez pas faire, en tant que chercheur, vous êtes partagé entre deux mondes. Et dans cette arène-là, les gens cherchent à vous récupérer. Soit vous devenez le porte-parole des victimes, de ceux qui sont en situation vulnérable, ou alors vous devenez le porte-parole de ceux qui sont chargés de mettre en place l'action. Et de l'autre côté, vous avez en face un autre acteur plus fort qui est le politique, qui peut même vous empêcher d'aller au terrain parce que c'est lui qui prend la décision de qui va faire la recherche dans sa commune ou dans son arrondissement ou pas. Donc, il faut savoir à des moments donnés faire ce lien-là et savoir que, ok, dans une certaine mesure, je porte la voix de la recherche, j'aime mon objet de recherche, j'ai une approche à développer, mais je n'ai pas à me ranger du côté d'un acteur, soit pour porter la voix de quelqu'un, mais je porte la voix de mes observations, je porte la voix de mes entretiens, je porte la voix de mes écrits, et tout ça pour concilier un monde qui est permanemment en conflit parce que c'est une question aussi d'intérêt. Vous voyez par exemple de l'aide humanitaire qui est déposée à la municipalité. Voilà, un certain nombre d'acteurs. Je crois que dans mon papier, j'ai donné un exemple où les gens sont victimes d'inondations. Et lorsque une inondation survient, qu'est-ce qui se passe? On demande à la communauté, oh, venez vous installer dans... La municipalité prépare un espace où les gens viennent pour s'installer. Et on dit, ok, vous ne mangez rien. Donc, on donne l'impression d'avoir suffisamment faim pour permettre aux acteurs extérieurs de venir pour constater que vous êtes dans une situation de désarroi total pour vous apporter l'aide. Et ça, c'est un acteur majeur qui est la municipalité qui le fait. Et vous, chercheurs, vous venez pour faire de l'observation participante dans ce contexte-là. Si vous ne savez pas faire, vous allez rapidement être pris en aversion. Donc, dans une certaine mesure, je concilie en tant que jeune chercheur cette perception de la communauté, cette perception des différents acteurs, en comprenant que nous sommes dans un jeu de rôle, dans une arène où chacun joue son jeu pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Une dernière question. Alors, juste quelques minutes, parce qu'on va devoir... Oui, ce qu'on va faire, on va prendre la dernière question, et comme ça, vous pourrez conclure sur les deux questions chacun. Merci. Céline, responsable santé, initiative, développement. C'est pas tant sur la thématique que j'ai une question, mais sur le croisement de ces mondes entre sciences sociales et humanitaires, pour lequel je me bats depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Donc je suis ravie que la Fondation Croix-Rouge croise ces mondes,
qu'on sent dans les logiques humanitaires, ONG, nous on est une ONG de développement, ces questions prégnantes et ces méthodos dans la préparation, dans la planification de toutes ces études de contexte. J'ai une question parce que souvent on dit « Ah ben les ONG, vous n'allez pas chercher les études ». C'est ce que vous disiez tout à l'heure en débat. Quand vous arrivez sur un contexte, il faut que... Merci, je confie. Il faut que vous alliez chercher les études pour comprendre les contextes. Et je rejoins Madame Nguyen qui disait, dans l'urgence, nous on est une ONG de développement, hein, c'est parfois compliqué. Je rejoindrai en plus, je voudrais renvoyer la question aux chercheurs, à savoir qu'on est vraiment dans des microcosmes de chercheurs, de scientifiques, et merci à la Fondation de croiser ces mondes, mais que du coup, dans nos interventions, dans notre appui au développement, même si on a cette volonté de mettre en place des études ou même d'aller chercher dans les contextes les études préalables, on n'a pas forcément cette capacité à les trouver. Et même en demandant aux États ou à des laboratoires de recherche s'il y a eu des choses qui ont été faites, on a parfois du mal à trouver des éléments contextuels. On dit « Ah ben il y a déjà eu une étude qui a été faite ». Et puis après, il y a l'État qui nous dit « Ah ben oui, mais c'est sur ce département, c'est pas contextualisé sur le département où vous allez intervenir, c'est pas le même contexte ». Et puis finalement aussi, ces gens nous disent qu'il y a des études, mais sont incapables de nous les trouver et de les disséminer. Donc ma question est un peu comme en santé. On dit toujours en France que les gens n'ont pas l'info parce qu'ils ne vont pas la chercher. Mais en même temps, quand on va la chercher, on ne la trouve pas. Donc comment ce monde de scientifiques peut, non pas vulgariser, mais rendre accessible ces études à un plus grand nombre, et notamment aux opérateurs, par exemple. Comme ça, on en profitera chacun, vous pouvez intervenir. Et en mot de conclusion, avec Mariama qui voulait dire quelque chose, je pense. D'accord, ok, merci. Je pense que c'est une prise de conscience générale. Je crois que de plus en plus, les chercheurs aussi comprennent que voilà, un opérateur humanitaire n'a pas à aller s'asseoir pour lire 25 pages d'un article anthropologique ou bien ethnographique, mais qu'il faut rendre les résultats pratiques, simples et consommables directement. Donc, je crois qu'il y a de plus en plus cette prise de conscience aussi au niveau donc, de la jeune génération, en tout cas en Afrique, de chercheurs où voilà, on nous apprend de plus en plus à utiliser des notes politiques, utiliser des blogs pour rendre accessibles les résultats de recherche. Donc, tout ça, je crois que c'est en développement aussi au sein du monde de la recherche. Et ça va certainement permettre aux opérateurs, ceux qui sont dans l'action, d'avoir des éléments tangibles, pratiques sur lesquels ils peuvent agir, qu'ils peuvent utiliser directement dans les interventions. Pour un peu ajouter à ce que Georges a dit, effectivement, il y a une prise de conscience aussi bien au niveau des acteurs qui interviennent dans le monde humanitaire qu'au niveau des chercheurs, qu'il y a un besoin de coordonner entre eux pour une meilleure implémentation des projets de développement. Et je pense que c'est très important quand on identifie, par exemple, une activité qu'il faut faire, d'identifier quels sont les potentiels acteurs qui peuvent intervenir dans le domaine et faire la cartographie des différents acteurs, y compris les chercheurs, en tout cas faire la cartographie de tous les acteurs qui peuvent intervenir et définir quel rôle chacun peut jouer. Donc ça va permettre un peu d'améliorer un peu de manière comment rendre digeste les résultats des recherches et aussi de prendre en compte ces recherches-là pour une meilleure mise en œuvre de ces projets. Il est aussi important de faire aussi le diagnostic lors de l'implémentation des activités sur le terrain, faire un diagnostic sur comment toujours améliorer la mise en œuvre de ces activités sur le terrain.
Voilà un peu ce que je voudrais ajouter. Je juste peut-être reste un petit peu pas trop optimistique parce que ce sont très très optimistique, mais juste pour dire, en effet, c'est le partage des infos, c'est toujours un challenge parce qu'il y a aussi, je pense, de temps en temps, la compétition entre différentes recherches. Par exemple, j'étais au Liban quelques mois, quelques semaines. Et le Liban, c'est un pays qui a beaucoup de centres de recherche, qui développe pas mal, beaucoup de chercheurs aussi, mais c'est très difficile d'avoir l'accessibilité des données, notamment les données, parce que pour eux, donner, c'est le pouvoir. Si tu as les données, tu as le pouvoir, tu as l'accessibilité, et c'est très, très difficile. Et je pense que c'est intéressant de développer les indépendants chercheurs qui peut développer et qui peut partager le méthode, et qui a des fondations comme la Fondation Croix-Rouge qui fait ce lien. Et je pense que c'est une très bonne idée. Félicitations de votre travail, encore une fois, pour faire le pont entre le chercheur et les opérationnels, les praticiens comme nous, parce que c'est vraiment un besoin en terrain. Merci. Alors, avant de vraiment vous remercier et de clore cette table ronde, je pourrais rajouter qu'il y a des nouveaux médias. Aujourd'hui, par exemple, The Conversation, c'est le travail pour faire le pivot, finalement, entre les travaux de recherche et le grand public. Nous, on a un de nos lauréats qui avait publié son article scientifique sur notre site avec environ 30 vues. Il l'a publié ensuite, parce qu'on est membre de The Conversation, sur The Conversation. Il a été lu 30 000 fois en une semaine. Donc, c'est pour vous montrer la puissance de certains nouveaux outils qui sont dans The Conversation. Ce sont les universités qui sont membres du média, selon la notion de bien commun. Nous, on a créé la revue Alternative Humanitaire avec d'autres ONG, dont Handicap International, Action contre la faim, Médecins du Monde, Fondation de France, justement, selon cette notion de bien commun, de réunir des articles scientifiques et des articles écrits par des acteurs opérationnels, justement pour créer le débat. Il y a aussi maintenant sur thèse.fr, c'est accessible, vous pouvez trouver des thèses en ligne, il y a les bibliothèques numériques. La question est pour nous de donner aujourd'hui accès à ces bibliothèques numériques et à ces nouveaux outils qui permettent justement d'explorer l'état de la recherche à ceux qui n'en ont pas accès aussi aujourd'hui, parce que ça reste encore des accès pour ceux qui ne sont pas gratuits, qui peuvent être limités. Voilà. Écoutez, merci à tous d'être restés, et puis merci à notre panel. Bravo pour vos recherches. Nous, on est juste là pour faire le lien. Donc, tout le travail est fait par vous, chercheurs et organisations. Donc, un grand merci.